Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous rejoignent pour cette 5e journée des rencontres du développement durable, cette deuxième session du jour co-organisée avec ESCP Business School. Je suis ravi pour cet échange consacré à la façon dont la finance joue son rôle dans cette transition écologique et solidaire, et notamment la finance européenne, d'accueillir Monsieur Ambroise Fayol. Ambroise Fayol, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous présenter à notre public qui est invité, je vous rappelle tous à poser des questions sur la page du live. Il y a un petit module questions pour que nos intervenants puissent répondre directement à vos interrogations. Je vais vous présenter Ambroise Fayol, qui est aujourd'hui vice-président de la Banque européenne d'investissement, dont on a beaucoup entendu parler. On va revenir sur ce qu'est cette institution et son rôle aujourd'hui. Et Ambroise Fayol a une carrière financière internationale extrêmement riche. Il a été administrateur de la France au Conseil du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale également pendant les mandats de Dominique Strauss-Kahn et de Christine Lagarde. Il a été également chargé du département Afrique au FMI. Il a été directeur général de l'agence France Trésor, donc l'agence qui émet la dette de l'État public français. Et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, vice-président de la Banque européenne d'investissement. Monsieur Fayol, on a besoin pour nos auditeurs, puisque notre objectif c'est de les aider à se saisir et à s'emparer de ces questions de développement durable, d'abord de comprendre ce qu'est la Banque européenne d'investissement, quel est son mandat, quelle est son histoire. On entend souvent parler d'une banque du climat, qui serait une banque européenne du climat en remplacement de cette Banque européenne d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup où vous en êtes et surtout d'où vous venez ? Alors, bonjour, bravo à l'Institut Open Diplomacy, à l'ESCP pour ce bel événement qui nous réjouit en tant que Banque européenne du climat, bien sûr. Alors, la BEI, c'est une banque publique européenne. Donc, une banque publique, c'est-à-dire que nos actionnaires sont les États membres de l'Union européenne et c'est une banque européenne qui a été créée par le traité de Rome, comme la Commission européenne, comme la Cour de justice. Et son mandat, c'est d'essayer de promouvoir des projets d'investissement qui ont un intérêt européen. Alors, pour cela, on est actif, on est une très grosse institution, très peu connue, parce qu'on n'a pas de réseau. On est une banque, mais c'est une banque sans réseau. Oui, on ne vient pas tirer au distributeur. Il n'y a pas de guichet. Voilà. Mais pour juste donner des ordres de grandeur, quand vous dites une très grosse banque, nous, on a du mal à se représenter. Le bilan de cette banque, c'est quelle taille ? Le bilan, on a des actifs pour à peu près un peu plus de 600 milliards d'euros. Et on prête chaque année à peu près 70 milliards d'euros, pour l'essentiel à l'intérieur de l'Union européenne et pour une petite part à l'extérieur de l'Union européenne. Et donc pour les ordres de grandeur, 600 milliards d'euros, c'est 6 fois le plan de relance français. Voilà, c'est vraiment une banque qui est très active et on fonctionne par partenariat, c'est-à-dire qu'on ne finance jamais la totalité d'un projet. On est toujours avec d'autres partenaires, que ce soit des institutions publiques comme la Caisse des dépôts, BPI France ou l'AFD. Oui. Je parle des projets en France, hein, ou des acteurs privés, les grandes banques, ou des partenaires purement privés, des investisseurs, des gestionnaires d'actifs comme Amundi, avec qui on fait beaucoup de projets, notamment verts. Et donc, ça nous permet d'avoir un effet de levier qui est ce qu'on recherche. En fait, on recherche deux choses. Au-delà de notre objectif de financer des projets d'intérêt européen, c'est de pouvoir avoir un effet de levier en multipliant l'action financière qui permet d'avoir le plus possible d'investissements, et puis aussi d'essayer d'avoir les meilleures conditions possibles de financement pour les projets qu'on finance, puisque nous avons la chance d'avoir la meilleure notation sur les marchés financiers, on est AAA. Et donc ça veut dire concrètement que quand on vous prête de l'argent à vous, c'est au taux le moins cher possible. Voilà, ça veut dire qu'on peut emprunter très long et très peu cher. Or, nous, on emprunte pour prêter. Donc, et comme on est une institution publique, on fait bénéficier les projets qu'on finance de ces très bonnes conditions. Bien sûr. Alors on va rentrer dans la mécanique financière européenne. Vous parliez à l'instant d'effet multiplicateur. Et il y a un effet multiplicateur, si on reprend ces formules keynésiennes, extrêmement important en ce moment. C'est le plan de relance européen, le Next Generation EU.
Ce plan, il s'appuie sur des green bonds, des obligations vertes dont on parlait jusqu'à présent depuis beaucoup de temps, depuis la crise de l'euro, avec cette fois-ci une vraie matérialité, une vraie concrétisation de la solidarité européenne dans l'endettement commun. Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Et surtout, quel est le rôle que la BEI joue, la Banque européenne de l'investissement, joue dans ce dispositif? Alors d'abord un mot sur les green bonds. Nous, la BEI, on a été la première institution au monde à émettre une obligation verte. On va expliciter à nos orateurs, Oui, à nos auditeurs ce que c'est qu'une obligation verte. Je le dis parce que je n'étais pas là à l'époque, mais c'est un réel motif de fierté d'avoir été pionnier dans ce mode de financement qui promeut les investissements verts. C'est-à-dire qu'une obligation verte, c'est une obligation dont l'investisseur sait que les projets qui vont être financés grâce à ces ressources seront verts. Et ce n'est pas du vert, bon allez, je vous dis que votre costume est vert et ça marche. Ce n'est pas comme ça. Il y a des mécanismes de suivi, de traçabilité, pour vérifier effectivement qu'on finance bien des projets qui ont un impact sur la transition énergétique. Et aujourd'hui, les grands émetteurs ont tous maintenant des obligations vertes dans leur portefeuille. Vous ne dites pas les émetteurs de gaz à effet de serre, les émetteurs de dette. Non, les émetteurs de dette. On est d'accord. Oui. Et le dernier en date à avoir émis une très grosse obligation avec un très gros succès il y a quelques semaines, c'est l'Allemagne, qui a rejoint donc un certain nombre d'émetteurs souverains ou quasi souverains ou privés dans des émissions vertes. Alors, pour qu'on aille au bout de la concrétude, pour faire une expression de cette nature, de ce type d'émissions, de green bonds, d'obligations vertes, jusqu'où ça va? C'est-à-dire concrètement, les projets qui au bout du bout sont financés. Vous avez des exemples? Vous parliez à l'instant de la façon dont l'Allemagne s'est saisie de ce levier financier-là. Ça va où cet argent? Ça va financer des projets dont la composante climatique est très élevée. Alors, je peux peut-être vous donner quelques exemples de ce qu'on finance en France, puis je reviendrai après sur nos engagements en matière climatique, parce qu'on est en train de transformer la BEI aujourd'hui. Alors, des types de projets qui ont une très forte composante climatique, et si je regarde ce qu'on fait en France, dans votre ville, vous avez peut-être un tramway. Il est très probable que si vous avez un tramway, il a été financé par la BEI. Le transport durable, pour nous, c'est une condition très importante de l'amélioration de la performance énergétique. Et on sait pourquoi, parce que les transports, juste après la consommation d'énergie, c'est la première cause du dérèglement climatique. C'est celle dont l'évolution est la plus formidable, si je puis dire. Donc on pensera à vous quand on achète notre ticket de tram. Donc voilà, vous pouvez penser à vous quand vous montez dans une rame de train, parce que très souvent, le matériel roulant est aussi financé par la BEI. On a financé beaucoup d'infrastructures de collèges, de lycées, d'universités. Et à chaque fois, nous, la chose qu'on demande, c'est que ces institutions-là, dans la rénovation ou dans la construction, il y ait une part consacrée à l'efficacité énergétique qui soit très forte. Alors revenons sur cette stratégie climatique plus générale. On l'a dit, la Banque européenne d'investissement a été fondée en même temps que l'Union européenne, à l'époque les communautés européennes, par le traité de Rome. On parle souvent d'un moment refondateur ou de renaissance européenne avec ce qui est en train de se passer, le plan Next Generation EU, qui a fait de l'axe climatique, de la transition climatique, le centre de gravité de cette relance économique. Quel rôle vous jouez dans ce domaine-là et comment est-ce que ça a transformé la stratégie de la banque ? Alors, nous, d'abord, on est absolument convaincus de l'urgence climatique. Donc, comme tout le monde, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, comme tout le monde, mais sauf que nous, on l'a traduit par des décisions qui ont été prises, qui n'ont pas été prises par tout le monde. Et on a pris 3 décisions très fortes à la fin de l'année dernière. La première décision, c'est d'arrêter de financer des projets d'énergie fossile. D'accord. Décision très importante. Combien d'actifs ça a fait disparaître de votre portefeuille ? Ça a fait disparaître un nombre pas si limité que ça de projets, notamment en matière de gaz. Oui. On est aujourd'hui probablement l'une des très rares institutions dans le monde à dire que nous ne financerons plus de projets gaziers. Oui.
Je vous pose cette question parce qu'il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites dans la sphère financière de ce type. BlackRock, par exemple, a dit, donc le premier fonds d'investissement mondial a dit, on ne finance plus d'actifs qui ne sont pas bas carbone. Et pourtant, il y en a encore beaucoup. Alors, c'est pour ça que je vous pose la question de la matérialité de cette décision. Nous, on pense, par ailleurs, nous, on est absolument convaincus d'une chose, c'est que le changement va venir assez vite et qui va venir probablement en partie par les investisseurs. Absolument. Qui ont bien compris le risque qui était en jeu. Qui ont bien compris le risque de ce qu'on appelle les stranded assets, c'est-à-dire de se retrouver avec des actifs qui en réalité ont une valeur qui va très fortement baisser parce qu'il n'y aura plus d'intérêt pour le financement de ce type de projet. Donc le premier engagement qu'on a pris, c'est s'engager à arrêter les financements de projets d'énergie fossile. Le deuxième engagement qu'on a pris, il est quantitatif. Aujourd'hui, on finance à peu près un quart de nos actions en faveur du climat et on va passer d'ici 2025 à 50%. Alors, comme ça peut paraître un peu abstrait. Si on est concret, mettons qu'on finance à peu près entre 60 et 70 milliards d'euros de projets par an, donc 15 milliards au minimum climat, 15 à 20, ça veut dire qu'on va passer à 30. Et ça sur une période très courte, puisque 2025, c'est demain. Oui, j'allais vous poser la question, parce que l'urgence climatique, vous êtes parti de là. L'urgence, c'est l'urgence, c'est-à-dire qu'il faut accélérer en émettant le moins. Parce que si on a la trajectoire, qu'on partage parfaitement l'objectif de la Commission européenne et de sa présidente là-dessus. Sur la neutralité carbone à horizon 2050. Il faut prendre des actions très rapides, très vite, sinon ça va être très difficile. Oui. Et puis le dernier engagement qu'on a pris, c'est qu'à la fin de cette année, on va être totalement aligné sur les objectifs de Paris. Oui, donc de l'accord de Paris sur le climat. La fameuse COP21. Voilà, la fameuse COP21. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on dit aujourd'hui qu'on va financer 50% de nos projets en faveur du changement climatique, il reste une activité qui, par exemple, quand on finance la recherche sur les vaccins, ou quand on finance des projets, en faveur des PME, eh bien, ce sont des actions qui n'ont pas une vocation climatique nécessairement. Absolument. En revanche, ce dont il faut s'assurer, c'est que ceux qu'on finance par la main droite en faveur du climat, on ne fasse pas exactement le contraire avec la main gauche. Et donc, c'est ça l'idée de l'alignement, c'est-à-dire dire que tous les prêts qu'on va faire sont alignés sur l'objectif de ne pas venir à l'encontre de l'objectif. Sur ce sujet, vous parlez main droite, main gauche, M. Fayolle, j'ai une dernière question à vous poser. Nous-mêmes, on y a beaucoup réfléchi dans l'organisation de cet événement en s'assurant du bilan carbone de l'événement et c'est pour ça qu'on a mis en place un programme de reforestation et d'éco-responsabilité. Pour chaque inscrit aux rencontres du développement durable, un arbre est replanté dans un programme de reforestation en Tanzanie. Nous, on est à l'échelle d'un petit événement de 7 jours, mais à l'échelle d'une banque qui a 600 milliards d'euros d'actifs sous gestion, la main droite et la main gauche, comment est-ce que vous les réunissez? Est-ce que vous avez fait un calcul de bilan carbone qui doit être neutre aussi, en plus de votre bilan financier? Oui, on a ces objectifs-là. On essaye aussi, on essaye de mettre en place ce qu'on appelle je vais le dire en anglais, mais il y a une roadmap. Une feuille de route. Une feuille de route pour l'agenda climatique. On en discute avec nos actionnaires parce que c'est toujours plus facile de dire de l'extérieur que quand on regarde concrètement, dire il y a des conséquences. Je vous ai donné l'exemple des projets gaziers. Ce n'est pas une décision qui a nécessairement été soutenue par tout le monde à l'intérieur de l'institution. Bien sûr, ça a des vraies dimensions géopolitiques. Et donc il y a des vraies dimensions géopolitiques. Moi, je voudrais juste, avant de terminer, dire un mot qui me semble très important pour l'avenir. On ne fera pas et on ne réussira pas l'agenda climatique sans innovation. Oui. Et notamment sans innovation climatique. Et on sait aujourd'hui qu'on aura besoin de ces innovations pour pouvoir atteindre l'objectif de neutralité carbone. Et ça concerne tout ce qui est la mobilité, ça concerne tout ce qui est l'industrie. Et nous, on finance des projets qui sont très concrets pour essayer de réduire fortement, par exemple, la consommation énergétique de projets de la fabrication de ciment ou de la fabrication d'acier. Bien sûr. On est très actif dans des projets comme une petite société française qui s'appelle Voltalis, vous avez un boîtier chez vous, vous ne vous en rendez pas compte, mais de temps en temps, pendant 1 minute, il y aura une micro-coupure de votre chauffage. Ça ne se verra pas.
Simplement, cette minute-là, d'abord, ça permet de réduire la facture énergétique, Oui, oui. mais surtout, ça permet de lisser les pics. Et en lissant les pics, on ne fait plus appel aux centrales qui sont les plus consommatrices d'énergie. Absolument. Ce type de projet, on est très désireux de pouvoir les développer. Et je le dis parce que je sais qu'à l'ESCP, il y a certainement plein de jeunes avec plein de très bonnes Plein de idées pépites, d'innovation. vous avez raison, on en a beaucoup parlé. Hier, on a fait un point sur le rôle de l'industrie 4.0, de l'Internet des objets. Et on est en plein dans le jus, si j'ose dire, de ce compteur électrique intermittent hier, avec Schneider Electric, qui est un partenaire évidemment de ces rencontres du développement durable. On a parlé des choses plus structurelles, la transformation du capitalisme et le rôle de la gouvernance et de la finance pour y parvenir. On continue demain sur ces questions d'innovation, comment est-ce qu'on transforme l'appareil productif dans notre journée, pardon, pas demain, parce que demain on se repose un petit peu quand même, lundi sur la transformation de l'appareil industriel avec L'Oréal notamment qui a fait un travail d'orfèvre pour baser ses objectifs de développement durable sur les accords de Paris, comme vous, donc le mettre au cœur de sa stratégie. On va terminer, merci Monsieur Fayeul, cette masterclass pour réfléchir au rôle de la finance publique, enfin de la finance possédée par les États pour lancer le mouvement, pour construire l'Europe de l'écologie dans cette journée co-organisée avec ESCP. On va poursuivre dans quelques minutes pour précisément regarder sur ce plan de relance comment est-ce qu'on sort de la crise par le haut.